Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus, comment utiliser au mieux les écrans à la maison, quelles sont les règles à adopter, les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers. Voilà quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy avec sa série La famille tout écran, dont on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, Lisa de Bernard est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver, très heureuse. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui ? On va parler de l'apparence de nos cartes bancaires qui va évoluer et d'achat en ligne. On en parle dans un instant, merci beaucoup. Et puis c'est notre grande question du jour, créer un jeu vidéo, est-ce que ça vous tente ? Bah oui, tout le monde dit oui, oui. Si je vous disais que grâce à la technologie notamment, il est désormais possible de concevoir son propre univers en quelques minutes. Et ça, en plus, sur du papier. Voilà ce que propose notre invité, dont la solution permet aux enfants de mélanger créativité, programmation, tout en limitant le temps d'écran. Mais la créativité, c'est aussi bien plus qu'un simple jeu. C'est une compétence essentielle à l'école comme dans la vie. On va en parler justement avec notre invité Kassem Bekri. Bonjour Kassem. Bonjour Philippine. Bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Vous travaillez pour Draw Your Game. On va en parler, vous allez nous présenter tout ça dans un instant, juste après le focus. Focus d'abord sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des foyers avec notre partenaire le Clémy et un nouvel épisode de sa série La famille tout écran qu'on découvre tout de suite. Salut ma chérie. Bonsoir. Pas de bol, c'est l'ex de Myriam. Écoute, Juliette est grande, fais-lui confiance. Hein, elle a le droit d'utiliser ses écrans jusqu'à 20h. Si elle a fait ses devoirs, c'est parfait. Le filet de pintade truffé sur l'écrasé de pommes de terre sont au four. Et il est pour deux, je précise. C'est pas facile. Elle est ado. Moi, j'avais pas de téléphone à son âge, alors je suis un peu paumé. Hey papa, tu fais quoi ici? Non, parce que j'avais préparé un repas et je me On suis... parle de ton temps sur les écrans. Je me mets d'accord avec ta maman. C'est important qu'on ait les mêmes règles, même si tu as deux maisons. J'arrive pas à dormir, vous faites trop de bruit. Papa, j'ai encore faim. Je peux venir avec vous, sinon j'ai trop peur toute seule dans ma chambre. Et pour la pintade? Ah oui, je veux bien goûter ton plat. On est bien là, hein? Si vous êtes séparés, essayez de trouver des points d'entente sur la gestion des écrans et intéressez-vous au contenu que vos enfants regardent. C'est important pour leur équilibre. Est-ce qu'on lui laisse son téléphone le matin avant d'aller au lycée? Et merci d'avoir fait profiter tout le monde de ton excellent repas. Tiens, amour. De plus en plus d'outils sont créés aujourd'hui pour rendre l'apprentissage un peu plus ludique, un peu plus interactif aussi. Et on va vous présenter justement aujourd'hui une nouvelle manière originale de faire entrer la programmation dans les écoles, notamment tout en donnant aux enfants l'occasion de développer leur imagination. Alors est-ce que le jeu vidéo pourrait bien révolutionner l'éducation ? C'est la question qu'on se pose dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui à nos côtés pour en parler, Kassem Bekri. Je rappelle que vous êtes le fondateur de cette entreprise Draw Your Game et vous êtes venu avec tout votre attirail justement. Alors il n'y a pas grand-chose en fait. Vous avez une feuille de papier, 4 stylos de couleurs différentes et puis une tablette connectée. Je veux bien que vous nous présentiez justement pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce que vous faites, l'intérêt de votre jeu et justement ce qui se cache derrière. Ok. Le plus simple, je pense, c'est de vous faire une démo directement. Avec grand On plaisir. va vous montrer comment ça fonctionne et après, on va pouvoir en discuter. Avec grand plaisir. Donc en fait, c'est assez simple. Comme vous l'avez dit, il y a besoin d'une feuille de papier, donc une feuille A4 normale. Et en fait, on va proposer aux enfants, mais pas que, de pouvoir inventer un monde et le transformer en jeu vidéo. Donc on passe par un système de créativité. Donc là, je vais vous montrer très rapidement comment faire. Donc là, je dessine sur mon niveau un petit peu ce que je veux. Donc c'est bon, voilà, c'est à chaque fois une idée nouvelle. Donc en fait, je dessine tout ce qui est en noir, des éléments qui vont être statiques. Donc les couleurs sont très importantes. Donc c'est ce qu'on explique aux enfants. Les couleurs, le noir, c'est ce qui ne bouge pas. D'accord. Donc tout ce qui est rouge, ça va être les ennemis. Donc je vais pouvoir dessiner un petit ennemi ici. Bon, je suis pas un très grand dessinateur. Dans mon équipe, on a des personnes beaucoup plus fortes que moi. Donc on va dessiner en rouge les ennemis. Ensuite, le vert, c'est pour tous les éléments qui rebondissent. Donc je vais pouvoir faire un trampoline en fait en vert. Et pour finir, je vais dessiner en bleu les éléments qui sont physiques. Donc par exemple, je peux faire un sol, le sol qui va tomber lorsqu'on marche dessus. Voilà, on peut dessiner des tonneaux et tout ça. Voilà, donc je viens de dessiner ici un dessin, je vais vous montrer.
Donc on peut vraiment dessiner ce qu'on veut. Donc là, c'est voilà, ça sort de mon imagination. C'est ce qu'on appelle un niveau, un peu comme des grands jeux vidéo type Mario, etc., sur lequel un personnage évolue, c'est ça? Exactement, c'est un niveau de Mario. D'accord. Voilà, sur une feuille. On peut en créer plusieurs. Donc je vous lance. Donc je lance l'application qui permet de créer ou de jouer. D'accord. Donc je vais cliquer sur créer. Et ici, ce que je vais faire, c'est que ça prend une photo automatiquement. Donc là, je prends une photo de ma feuille. Donc je vais vous montrer dans 2 secondes. Là, je la recadre tout juste pour éviter de voir le micro dessus. Hop. D'accord. Voilà. Donc là, je la recadre. Ça charge. Voilà. Ça charge automatiquement. Et hop. Et je vais pouvoir directement créer mon niveau. Tout l'enjeu du jeu, effectivement, en attendant que Kassem rescanne son dessin, c'est justement de pouvoir permettre derrière d'apprendre aux enfants la programmation notamment. Et le personnage va se déplacer sur la page qui a été dessinée par Kassem et par le niveau aussi. Voilà, on a une image de ce que vous nous avez dessiné. Oui, normalement. Et donc, de ce que je comprends, l'application en fait prend en considération tous vos dessins, analyse les différentes couleurs et derrière, le personnage va pouvoir évoluer sur votre niveau. Exactement. Donc là, tac, voilà. Donc automatiquement, voilà, il y a le niveau qui a été créé à partir du dessin, donc on peut voir que ça reconnaît directement. Donc là, le petit personnage peut sauter et s'il tombe sur du rouge, ça peut le tuer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller un petit peu plus loin. Et voilà, et le bleu, en fait, nous permet de tomber. Et hop là, et je peux rebondir ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre juste 2 secondes pour... Lisa de Bernard, mesdames et messieurs, complètement sous choc. Oui, c'est vrai. Depuis tout à l'heure, effectivement, je suis stupéfaite. Je ne m'attendais pas à ce que ça bouge de la sorte, mais c'est très chouette. Voilà. Donc maintenant, on peut partir un petit peu sur la programmation. Donc, je vais montrer juste rapidement. Expliquez-nous. Donc, l'intérêt, c'est de montrer aux enfants tout ce qui est programmation et action. Et donc, on peut placer des petites actions ici sur les éléments. Donc, il y a des actions de déplacement que je peux placer sur des objets en lui disant tu vas te déplacer de haut en bas. Je peux déplacer un élément pour qu'il tourne. Je peux aussi définir voilà, la porte de sortie. Et puis, les ennemis, je peux même leur mettre une petite IA en disant bon, toi, tu vas voler automatiquement de droite à gauche et toi, tu vas te déplacer. Et donc, on peut avoir là un niveau qui va directement bouger. Donc, on peut... je suis désolé, je suis à l'envers. J'ai un peu du mal à jouer. Ça rend les choses plus compliquées, voilà. Effectivement. Donc, hop, on peut sauter au-dessus, et donc les éléments bougent, et on voit les ennemis qui vont nous toucher. Tout ça appartient effectivement de ce dessin, c'est absolument exceptionnel. Ça invite les enfants, bien sûr, à dessiner, à utiliser leur créativité aussi. Tout ça avec, on le rappelle, 4 stylos, 4 couleurs seulement, du papier, c'est important, et donc à limiter leur temps d'écran. Tout ça en apprenant en plus les bases de la programmation. Enfin, que demande le peuple? Kassem, d'où est-ce qu'elle vient cette idée? Exactement. En fait, quand j'étais gamin, j'avais 8 ans avec mon petit frère. On était fans de jeux vidéo, on voulait créer des jeux vidéo et c'était notre passion. Et donc on inventait des jeux vidéo avec des Lego. On créait des niveaux en Lego et on en créait aussi sur papier. Et avec mon frère, on en a créé des dizaines, quoi. On a même des centaines. J'ai retrouvé il y a quelques années le bloc de feuilles avec un ami et on s'est dit mais on pourrait pas en faire quelque chose de ces niveaux-là. Il y a quelque chose et donc là, lorsque j'ai lancé le jeu, la première chose que j'ai faite, c'est réussir à prendre un niveau que j'avais fait quand j'avais 8 ans et jouer dessus. Et pour moi, il y a eu une sorte de consécration là derrière. J'ai trouvé ça vraiment génial. Mais en fait, si j'ai fait ce jeu à l'origine, c'est vraiment pour l'enfant que j'étais. C'est pour tous les enfants qui, comme moi, rêveraient de faire ça, n'ont pas forcément les moyens. Et c'est quelque chose qui permet de facilement entrer dans la création de jeux vidéo et pouvoir la partager. En fait, on ne crée pas un niveau pour soi-même, on crée pour les autres. On essaie d'imaginer des aventures. Là, je ne vous ai pas montré, mais on peut créer plusieurs feuilles. Après, on peut prendre même des photos de son mur chez soi et puis jouer sur le mur. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en en 2015, voilà, j'ai créé le jeu. Pendant que je travaillais, j'avais un boulot en même temps. J'étais aussi prof un petit peu. Et le jeu a eu un succès international incroyable. C'est vrai que quand on tape le nom de votre entreprise, Draw Your Game, sur Internet, moi j'étais persuadée que vous étiez une boîte américaine. Eh bien, vous n'êtes pas la seule. Très souvent, on nous demande des choses. Les gens, quand on leur demande qui on est, ils pensent qu'on est 50, on est aux États-Unis et qu'on est une grosse boîte. Et quand on leur dit que le jeu, je l'ai créé seul à l'origine et que, voilà, à l'époque, on était 3. Donc, voilà, c'est pas du tout la même chose. Oui.
Mais est-ce que le fait qu'on pense aussi que vous êtes aux États-Unis, c'est pas dû au nom de la boîte que vous avez donné, qui effectivement est en anglais? Pourquoi ce choix de l'avoir fait en anglais, le nom? En fait, le jeu s'appelle Dessine ton jeu en France. Okay. Mais je sais pas pourquoi, les gens préfèrent Draw Your Game. Je pense qu'il y a plus un effet de mode, voilà, et on a suivi ça. Donc vraiment au début, pendant les toutes les premières années, il s'appelait Dessine ton jeu. Alors justement, dessine ton jeu, on l'a compris, invite les élèves à dessiner leur propre monde sous la forme d'un jeu vidéo. C'est une approche qui, on l'aura compris aussi, stimule à la fois la créativité, l'imagination aussi. Est-ce que vous qui avez été enseignant, Kassem, c'est deux choses qui manquent quelque part dans le système éducatif français aujourd'hui? Oui, pour être honnête, voilà, c'est assez compliqué pour nous sur le marché français. Donc on va dire qu'on a beaucoup plus de facilité à accéder au marché américain, même allemand ou anglais, sur lequel on a un retour très très positif. On va dire qu'en France, c'est assez difficile de mettre des nouveaux outils dans les mains des professeurs. C'est intéressant. Donc là, nous, on fait face à des problèmes qui sont un peu plus d'ordre économique que voilà, et d'acceptation par rapport à l'éducation nationale et par rapport aux professeurs. Mais si on se concentre voilà, sur le marché plutôt étranger, c'est une demande qu'on retrouve très souvent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est les écoles qui nous ont contactés. C'est-à-dire que c'est même elles qui nous ont fait faire ce produit, parce qu'à l'origine, ce n'était pas un produit pour les écoles. C'est un produit qu'on a fait que j'ai fait pour le grand public. D'accord. Et à un moment donné, il a fallu que je le rende un peu payant pour payer les serveurs. Parce que, voilà, il faut bien manger. Tout ça, ça coûte. Et toutes les écoles qui l'utilisaient m'ont contacté. Donc on a eu plusieurs dizaines d'écoles qui nous ont contactés, qui nous contactent d'ailleurs même en ce moment, sans aucune publicité. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous contactent et ils disent, voilà, on aimerait avoir le jeu dans notre classe. D'accord. Comment faire? Et on leur propose des solutions. On a même des cours de Draw Your Game. Je crois que c'est en Angleterre et en Turquie. Il y a un cours qui s'appelle Draw Your Game. Et les enfants sont amenés, j'ai vu sur YouTube, des classes entières avec le prof qui explique le principe du jeu. Et ça fait vraiment drôle quand c'est moi qui ai fait ça, mais incroyable. Alors justement, la question qu'on pourrait se poser aussi, c'est qu'est-ce qu'on apprend grâce à Draw Your Game? On apprend la programmation. Ouais. En fait, il y a un effet page blanche qui est assez intéressant. C'est-à-dire que quand on propose le jeu à des enfants, ils sont devant une page blanche et il y en a certains qui ne savent pas trop par où commencer. Ouais. C'est assez difficile, ça fait un petit peu référence à ce qu'on a quand on essaie d'écrire une rédaction. Et ils vont devoir essayer d'imaginer par eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour les enfants et même pour les adultes. Des fois, on leur propose dessine ce que tu veux. Eh bien, on est avec le crayon, on est je sais pas, mais ce que tu veux, mais non. Et en fait, c'est une étape qui est importante. Il va falloir stimuler la créativité, réussir à démarrer un petit peu tout ça. Après, il faut un storytelling parce qu'en fait, créer un jeu vidéo, c'est pas si simple. Ça paraît facile quand on regarde les niveaux de Mario qui sont extrêmement simples, mais en fait, derrière, il faut transmettre un objectif. Il y a un petit storytelling. Il faut donner de l'émotion aux joueurs. En fait, c'est ça qui est intéressant dans le jeu vidéo. C'est transmettre de l'émotion, choisir quelle émotion on veut transmettre, donner un objectif, et il faut que l'objectif, ce soit le joueur qui l'est. Il ne faut pas lui dire va à la porte. Il faut lui donner envie d'aller à la porte. Avec quelques obstacles aussi en cours de route, j'imagine. Exactement. Ouais. Donc en fait, il faut le mettre dans une ambiance. Voilà. Donc il y a toute cette partie-là. Et après, il y a une partie qui est plus programmation. Donc là, on n'a pas vu tout à l'heure, mais il y a beaucoup de modules qu'on peut utiliser. Il y a des modules qui dépendent les uns des autres, avec des actionneurs, des boutons qui permettent d'activer d'autres éléments. D'accord. Et j'ai vu ça dans une classe où certains ont utilisé des systèmes de vérins avec des roues. C'était incroyable. Donc on peut utiliser la physique dans le jeu assez loin. Et ça ouvre la porte au mécanisme de programmation de base. Et on aimerait d'ailleurs aller un peu plus loin en faisant de la programmation par bloc, comme requis au collège d'ailleurs, hein, ça fait partie du programme scolaire. Et donc là, on est en train de travailler là-dessus. Et ben c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. On continue à en parler avec hâte tout de suite dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Kassem Bekri, le fondateur de Draw Your Game, un jeu absolument exceptionnel dont on va continuer à parler dans un instant si vous voulez bien, Kassem. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Lisa de Bernard qui a une idée derrière la tech. Lisa, une petite révolution se prépare dans nos portefeuilles et ça concerne plus spécifiquement nos cartes bancaires et les chiffres imprimés sur celles-ci surtout. Alors ces fameux chiffres, Lisa, ils vont disparaître, c'est ça ? C'est bien ça, Philippine, et ça concerne aussi bien le numéro à 16 chiffres que l'on a inscrit à l'avant de la carte que la date d'expiration et même le cryptogramme à l'arrière qui pourrait bientôt ne plus exister. La raison, sécuriser davantage les paiements en ligne tout en simplifiant l'expérience utilisateur. Alors il faut m'expliquer en quoi ces chiffres, ils vont justement en tout cas retirer ces chiffres, vont nous simplifier la vie ou sécuriser en tout cas nos cartes. Eh bien parce que jusque-là, ils ont été une porte ouverte aux fraudes ou du moins une porte entrouverte pour ne pas être alarmiste. Dans les faits, si quelqu'un a accès à votre numéro de carte ainsi qu'à votre cryptogramme, aujourd'hui il est en mesure de faire des achats en ligne, même si la plupart des sites ont aujourd'hui la double authentification en passant par votre application bancaire. Il peut arriver que pour des petites sommes, certains sites acceptent des transactions sans avoir passé par l'application. En supprimant ces informations de la carte elle-même, on réduit donc considérablement le risque de vol. Et alors si on n'a pas de numéro, c'est quoi la solution alternative ? Eh bien à la place, on a créé un procédé qui s'appelle la tokenisation. Concrètement, chaque transaction génère un code, autrement appelé un token. Ce code n'est utilisable que dans son contexte initial, c'est-à-dire un achat sur un site spécifique ou sur un appareil en particulier. Résultat, même si vos données sont interceptées par un pirate, elles ne serviront strictement à rien. C'est un véritable bouclier numérique et c'est une technologie qui est d'ores et déjà utilisée. On veut pour preuve, en octobre dernier, Visa qui annonçait avoir déjà franchi la barre des 100 millions de tokens émis en 2024. Ah oui, effectivement, rien que ça. Alors plus concrètement pour nous, utilisateurs, comment on va faire pour régler nos achats en ligne si justement on n'a plus les fameux chiffres sous les yeux ? Eh bien, je vous parlais de simplification, Philippine. On ne peut pas faire plus simple, puisque à l'avenir, on ne devrait a priori avoir besoin que de son email ou de son numéro de téléphone pour s'identifier. Et c'est bien sûr lié directement à notre carte bancaire. En revanche, pour sécuriser la transaction, il faudra toujours passer par la double authentification via une empreinte ou la reconnaissance faciale sur les applications bancaires. C'est ce qu'on appelle plus communément le click-to-pay et il est déjà présent sur PayPal, Apple Pay ou encore Google Pay. Une fois généralisé, c'est lui qui, entre autres, permettra la disparition des numéros sur les cartes bancaires. Alors justement, Lisa, le click-to-pay côté commerçant, j'imagine aussi que c'est un sacré changement pour eux. Tout à fait, c'est un sacré changement, mais il est plutôt avantageux puisque l'idée c'est de rendre les achats en ligne aussi simples que ceux faits en magasin en sans contact. Alors avec moins de formulaires à remplir, c'est forcément moins de paniers abandonnés, c'est donc un véritable gain à la clé pour les commerçants. Mais pour que cette mesure soit un succès, il faudra que tous les commerçants basculent sur ce nouveau système. Alors justement, c'est prévu pour quand tout ça ? Eh bien le déploiement de Click and Pay a débuté en cette fin d'année 2024, mais il reste encore quelques ajustements à faire pour pouvoir généraliser son utilisation. C'est pourquoi les nouvelles cartes n'affichant que le nom et le prénom ne sont pas attendues avant l'horizon 2030. Bon, donc on a encore un peu de temps devant nous avant de les voir disparaître. Merci beaucoup Lisa, en tout cas, pour cette chronique. Et vous me disiez en préparant cette émission que vous étiez programmeur aussi, Kassem. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? La sécurité, ça va changer nos habitudes quand même. Ouais, ça va changer pas mal. En fait, c'est une bonne nouvelle, je trouve. C'est vrai ? Ouais, parce qu'à chaque fois qu'on donne sa carte, tout le monde a accès à ce numéro et en fait, on peut acheter avec et se faire livrer dans un camping et après récupérer les colis. Et en fait, ça prend 2 secondes à pirater. C'est tellement simple. Donc, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir une solution un petit peu plus sécurisée que ça. Bon, on continuera à en parler peut-être avant 2030, en tout cas. Lisa, avec vous, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Et on lance ensemble tous les 3 la deuxième partie du talk. Deuxième partie donc d'émission et de talk avec toujours notre invité aujourd'hui, Kassem Bekri, le fondateur de ce jeu qu'on vous a présenté en première partie d'émission et dont on va continuer à parler. Ça s'appelle Draw Your Game. Alors c'est vrai, alors que les écrans sont omniprésents dans nos vies, votre jeu intègre des activités, on l'a vu et on l'a dit, manuelles, avec le dessin sur le papier, pour équilibrer quelque part, j'imagine aussi, le temps passé sur les écrans et le temps favorisant l'apprentissage. Elle est là, Kassem, aujourd'hui, la recette magique, la clé quelque part pour limiter le temps d'écran, pour en avoir en tout cas un usage maîtrisé, utile et pratique. On le croit.
C'est vrai que c'est une problématique. Je sais que j'en avais discuté avec notamment Google, hein, qui propose des solutions pour les enfants, et ils avaient des difficultés à la fois à mettre à disponibilité des applications dédiées aux enfants, et en même temps des applications où les enfants passent des heures. Le problème, c'est pas vraiment le temps des enfants passés devant les applications, c'est plutôt le temps seul passé devant les applications. Et c'est l'isolement de l'enfant devant ces écrans-là. C'est vrai que nous, on a une solution qui permet de passer du temps sur du papier, dans le réel, ensuite basculer sur le jeu. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que plus les enfants avancent dans le jeu, et plus ils passent du temps sur le papier, et moins ils passent du temps dans le jeu. En fait, ce qui les intéresse, c'est plus d'être devant l'écran et de jouer absolument, c'est de pouvoir créer quelque chose et de le partager. Et c'est vrai que ça, c'est un atout, et ce qui a d'ailleurs plu à Google, ils nous avaient un peu mis en avant pour ça, justement. Alors justement, on va parler de toutes vos actualités, notamment de ce qui vous attend dans les prochains mois. Est-ce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qu'on pourrait venir voir dans le jeu, des projets pour étendre encore plus vos capacités ou votre champ d'application ? Oui, tout à fait. En fait, là, on s'est rendu compte que le projet a un potentiel incroyable, que ce soit pour le grand public ou pour les écoles. Et donc, on a décidé de se lancer un petit peu à fond dans l'aventure. Et donc là, on est en pleine levée de fonds, donc sur lequel on essaie de lancer un nouveau produit qui sera vraiment dédié à l'éducation. En fait, il va y avoir 2 applications, une application pour le grand public, une application pour l'école, avec un suivi scolaire où le prof pourra se connecter, voir le travail des élèves. Et en même temps, on travaille sur une version PC. Sur lequel, parce qu'on nous l'a demandé. En fait, on va dire qu'on répond plus à la demande. C'est-à-dire qu'on a tellement de demandes dans tous les sens que... Ce qui est plutôt pas mal pour l'instant et pour une entreprise, surtout dans le secteur de l'éducation, parce que vous en êtes en plein cœur. On s'est rencontrés notamment il y a quelques jours sur le salon de l'innovation pédagogique Educatech, où vous avez fait, sans dévoiler de secret, carton plein. C'est facile, justement, vous qui êtes très présent à l'international, ce marché EdTech français, quel regard vous portez là-dessus ? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, non, c'est plutôt difficile en France. On nous a déjà proposé des financements, mais à l'étranger. D'accord. Ce qui est un peu dommage, parce qu'en fait, on ne va pas aller installer toute la société aux États-Unis juste pour avoir de l'argent. Donc là, on est en train de chercher une solution plutôt française. Donc ça nous intéresse de rester là et on pense que c'est important. Mais c'est quelque chose qui est assez compliqué. J'ai même eu un des investisseurs, un business angel, qui m'a dit je préférais que vous n'attaquiez pas le marché français. Si vous l'enlevez de votre proposition, je serais intéressé pour investir. Par contre, si vous attaquez la France, ça va être trop compliqué. Il va y avoir tellement de démarches à faire et à effectuer. Vous allez un peu sombrer dans... Vous allez passer plus de temps à essayer de... Donc ça veut dire qu'à l'étranger, à l'international, développer sa solution en France, c'est vécu comme une menace, en tout cas d'un point de vue investisseur. Pour des investisseurs français, investir en France sur une société qui vend en France, c'est une menace. C'est quand même mauvais signe. En fait, c'est surtout qu'ils ont eu des mauvaises expériences. Et on s'est rendu compte, lorsqu'on a essayé d'investir, on a des barrières qui sont assez compliquées en France. Par exemple, avant de placer un produit de ce type dans les mains des professeurs, on va être obligé de passer par des étapes de recherche qui sont faites par des labos indépendants, et ça prend des années. Le problème, c'est qu'une start-up comme nous, si on nous dit qu'il faut attendre 2 ans et demi avant d'avoir un go, c'est pas possible. Je peux pas payer une équipe à attendre pendant 2 ans et demi. Donc je suis face à un dilemme. Donc voilà. C'est-à-dire que votre temps, à vous, pardon, je vous coupe, mais le temps des startups n'est pas du tout le même que le temps de l'éducation nationale, que le temps des écoles, etc. Et que si vous allez aujourd'hui aux États-Unis, et la raison pour laquelle vous cartonnez autant aux États-Unis notamment et dans d'autres pays, c'est justement qu'il n'y a pas ces barrières à l'entrée. Aujourd'hui, c'est un frein à l'innovation dans le secteur de l'éducation en France, toutes ces problématiques administratives notamment. Oui, pas que ça, même accéder, donner un outil au professeur, c'est compliqué. C'est compliqué, ça doit passer par des étapes de validation qui sont lourdes et sur lesquelles on n'a pas de facilité aujourd'hui. Vous échangez aujourd'hui avec les pouvoirs publics, le gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale ?
Oui, ça m'est arrivé de rencontrer des personnes qui étaient responsables là-dessus. Et en fait, à chaque fois, la réponse est un petit peu la même. C'est qu'il y a des process qui sont longs et il faut s'adapter. Bon. Voilà. Ken Robinson, très connu pour justement ses théories sur la créativité dans l'éducation, évoque régulièrement le fait que les écoles tendent à privilégier certaines matières académiques au détriment des arts ou encore de la créativité. De nombreux enseignants sont pris justement dans un système assez rigide dont vous avez parlé, qui privilégie des résultats plutôt mesurables par rapport au reste, et notamment donc à la créativité, à l'imagination et aux compétences artistiques. Est-ce que vous partagez son avis? Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des compétences qu'on ne développe pas assez dans l'éducation française? Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, le pourcentage de matières qui sont très académiques, voilà, c'est une facilité, je trouve, que pour l'éducation de mesurer, parce qu'en fait, tout est mesurable. Les mathématiques, la physique, c'est très facilement mesurable. On peut mettre des notes très facilement. Tout ce qui est artistique, créatif, c'est compliqué de mesurer l'évolution, même. Donc, ça peut se comprendre. Hein. C'est pas forcément un souhait, je pense. D'ailleurs, il y a des matières qui sont très très intéressantes en France sur lesquelles on peut apprendre l'art. Mais c'est pas quelque chose qui est courant. Et oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, elle ressemble à quoi, l'école du futur, selon vous, Kassem? Moi, j'aimerais bien augmenter vraiment l'esprit critique et la créativité auprès des écoles. C'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment sous-estimé. Et d'ailleurs, j'ai une fille, et je lui en parlais, l'esprit critique, c'est pas quelque chose qu'on apprend, enfin, du moins, j'ai pas l'impression qu'on apprend ça, alors qu'aujourd'hui, ils sont soumis à des sollicitations dans tous les sens sur lesquels, on peut pas, Donc, je pense que c'est des éléments qui sont pas vraiment scolaires, mais qui sont nécessaires et qui manquent cruellement à l'école aujourd'hui. Peut-être que le sujet, c'est justement, vous disiez, ce sont des éléments qui sont pas vraiment scolaires. Peut-être que le sujet, c'est de redéfinir ce qui est scolaire ou ce qui devait être scolaire. Je comprends aussi que vous souhaitez réconcilier l'enseignement des compétences cognitives, quelque part, le français, les maths, l'anglais, et créatives dans l'éducation. Oui, tout à fait. Moi, d'ailleurs, je suis scientifique à l'origine. Hein. C'est quelque chose que je pense être très, très important. Voilà. Mais c'est pas la seule façon d'apprendre aux enfants. Vous réinventez en tout cas l'éducation, notamment grâce aux jeux vidéo, à la créativité, à l'imagination des enfants. Ça s'appelle Draw Your Game, c'est absolument exceptionnel et j'étais absolument ravie aussi de vous recevoir aujourd'hui. Kassem Bekri, je rappelle que vous êtes le fondateur de ce jeu. Merci infiniment. Merci beaucoup. On vous souhaite tout le meilleur pour la levée, tout le meilleur pour la suite aussi. Et puis vous revenez quand vous voulez, ok ? Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Lisa de Bernard, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Lisa a été complètement scotchée tout le long de l'émission face à ce jeu. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, comme tous les jours, on se retrouve dès 12h30, toujours sur School TV. Et dès demain, d'ici là, passez une très bonne journée.